Bonjour, nous sommes le 11 février 2021 et en ce moment je suis traversée par des émotions très intenses qui sont proches de l'émotion de la colère. Et, euh, et j'ai décidé de l'accepter et j'ai décidé d'en faire une force et j'ai décidé de même pas d'en faire une force mais en fait de juste vivre cette colère et et en fait de la célébrer parce qu'il y a plein de moments dans ma vie où j'ai pas réussi à exprimer la colère comme j'aurais voulu le faire, à l'intensité dans laquelle cette colère vibrait en moi. Et du coup là en fait j'ai envie de célébrer les moments où j'ai réussi à exprimer en fait cette colère. Et donc du coup, j'ai envie de te partager dans cette vidéo un ou peut-être deux moments où j'ai réussi à exprimer ma colère et où j'en suis très fière et de t'expliquer du coup les tenants et les aboutissants de cet événement. Et si tu as envie d'en savoir plus sur ce que je suis en train de vivre en ce moment, je viens de te tourner une vidéo où je t'explique un peu plus en détail comment ça se passe, c'est quoi ce nettoyage émotionnel de la colère. Voilà, si ça t'intéresse d'en savoir plus, j'ai fait une autre vidéo pour t'expliquer plus en détail. Du coup, le premier événement que j'ai envie de t'expliquer, ça fait... en fait, ça fait 2 ans. Ouais, je pense que là, on va fêter les 2 ans. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai voulu te faire une vidéo à l'anniversaire de cet événement il y a 1 an. Et en fait, j'ai pas réussi, j'étais pas encore hyper confortable avec le fait d'exprimer ce moment. Et là, ça y est, en fait, je suis prête à le révéler au monde et je suis prête à l'exprimer et à le célébrer. Donc, du coup, je suis hyper contente de pouvoir te le partager aujourd'hui. Alors, en fait, il y a 2 ans, pardon, ça faisait à peu près 3 mois que je travaillais avec mon ancien superviseur de thèse alors j'ai pas envie de donner les noms des personnes, mais du coup, mon ancien superviseur de thèse, il est allemand. Donc du coup, et il est microbiologiste. Donc du coup, je le nommerai non pas par manque de respect, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, mais je vais l'appeler le microbiologiste ou l'allemand pour faire référence à lui. Et donc comme tu ne le sais peut-être pas, mais en fait moi je suis étudiante en thèse, j'ai débuté ma thèse donc officiellement en février 2019, mais en fait quelques mois avant ma thèse, je travaillais déjà pour la personne qui était censée être donc mon superviseur de thèse. Alors petit aparté pour ceux qui ne sont pas du tout dans le monde académique, en fait quand tu es en thèse, donc tu es étudiant pendant 3 ans sur un sujet et tu fais tes études dans la recherche. Donc moi c'est de la recherche en biologie. Et en fait, tu as un superviseur qui t'accueille dans son laboratoire, parce que pour faire de la recherche en laboratoire, il faut un laboratoire, et ça coûte bien trop cher, donc c'est pas un étudiant qui va avoir un laboratoire pour lui, c'est le laboratoire du chercheur qui t'accueille. Et du coup, le chercheur, en t'accueillant, parfois il contribue à payer ton salaire, parce que quand tu es étudiant en thèse, tu as un statut qui est un peu particulier où à la fois tu es étudiant mais tu es aussi salarié. Et il s'engage en fait à aussi t'accompagner pendant tes 3 ans de thèse. Et la thèse en fait c'est quelque chose, la recherche et la thèse c'est très difficile. C'est merveilleux, mais c'est à la fois très difficile en fait. C'est un contexte qui est très stressant. On nous demande dans le contexte actuel d'être performant et de produire des résultats, mais en fait on travaille avec le vivant et le vivant en fait c'est hyper compliqué de prévoir en fait comment il va réagir et ce qui va se passer. Donc du coup ça fait, et en plus il y a quand même pas mal de compétition. Donc l'obligation de produire des résultats, enfin qui est pas une vraie obligation mais c'est un peu une obligation dans le sens où sinon ta carrière elle est fichue en fait, tu peux plus demander d'argent, tu peux plus donc t'es un peu obligé d'avoir des résultats dans un contexte quand même compétitif international.
donc tu es en compétition avec le monde entier, et en plus à gérer des choses qui sont imprévisibles et imprédictibles en fait. Donc du coup ça fait un contexte qui est très stressant. Et en plus la thèse c'est un gros challenge. Alors du coup je vais surtout parler du point de vue de l'étudiant parce que j'ai jamais été dans le point de vue d'un superviseur de thèse vu que j'ai même pas encore ma thèse. Mais c'est pas pour autant que j'ai beaucoup d'empathie pour les superviseurs de thèse. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de difficultés à être superviseur de thèse. Mais en fait, en tant qu'étudiant, c'est un gros challenge aussi la thèse. Et souvent, il y a beaucoup de désillusions parce que je pense qu'on n'est pas bien préparé. En fait, je pense qu'on a encore un peu cette vision de l'étudiant en thèse qui à la fin de sa thèse en fait est censé être un expert de son domaine. Sauf que ça en fait c'était à la rigueur peut-être possible il y a je sais pas moi 30 ans, 50 ans tu vois. Mais maintenant en fait on a un tel niveau de connaissances en fait, une telle quantité en fait de données à intégrer pour être expert dans un domaine qu'en fait limite même une carrière entière d'une trentaine d'années, je sais pas si c'est vraiment possible de vraiment être complètement expert. Et surtout qu'en plus, maintenant, la progression des connaissances est hyper rapide. Donc en fait, il faut tout le temps que tu te mettes à jour. Donc clairement, moi, dans mon domaine de recherche, c'est impossible que je devienne une experte après 3 ans d'études, en fait. Et ça en fait, je pense que je l'ai compris récemment parce que y a un peu ce côté qui est véhiculé, je pense surtout par la société, mais tu vois, t'as une thèse dans un sujet, mais en fait, t'es censé être un peu expert dans ce sujet. Alors qu'en fait, moi dans mon domaine, le fait d'avoir une thèse dans ce domaine, ça veut juste dire que je comprends peut-être un peu plus le schmilblick de ce qui se passe, mais en fait, je suis très très loin d'avoir atteint un niveau d'expertise en fait. Et du coup, c'est vrai que souvent, la société, les gens ont tendance à te parler et à te poser des questions comme si en fait t'étais un expert et en fait pas du tout. Et du coup, je pense que je me suis un peu fait prendre au piège de ok, donc du coup, à la fin de ma thèse, quand je serai diplômée de ma thèse, il faudra que vraiment je sois une experte dans mon domaine. Alors que en fait maintenant je suis en train de me rendre compte que ça va pas être possible, donc autant que j'arrête de mettre la pression là-dessus. Bref, grosse parenthèse. Et du coup, pendant la thèse, ça arrive très 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 souvent qu'il y ait des problèmes entre les étudiants en thèse et leurs superviseurs. C'est hyper fréquent et je pense que c'est dû à plein de raisons, notamment le fait qu'en fait on n'apprend pas aux chercheurs à être des bons managers et que là en fait c'est une collaboration forcée entre guillemets, même si souvent parfois il y a des choix quand même qui sont faits, mais on n'a pas toujours toute la palette de choix, mais c'est une collaboration qui dure 3 ans en fait. Donc si au bout d'un an le chercheur se rend compte qu'en fait son étudiant il peut pas le piffrer, il doit continuer à bosser avec lui pendant 2 ans et vice versa pour l'étudiant. Et en fait moi ce qui s'est passé c'est que au bout de 3 mois de relation avec mon superviseur allemand, le microbiologiste, en fait j'ai compris que ça allait pas du tout le faire en fait et que j'étais pas prête à accepter son type de management. Et je vais t'expliquer en fait cet épisode où je me suis clairement rendu compte que ça allait pas le faire. En fait, mon ancien superviseur, donc l'allemand, il a un profil très très dépressif. Je pense qu'il va vraiment très mal et vraiment je pense qu'il aurait besoin d'aide. Et en fait, il est vraiment dans un cycle où ça va pas en fait.
personnellement sa vie ça va pas, professionnellement ça va pas, et vu qu'il n'arrive pas à se sortir de cette énergie de dépression, ben en fait ça va de moins en moins quoi. Et il a déjà eu des problèmes, l'université lui a déjà mis la pression pour qu'il se réveille et qu'il fasse du bon boulot en fait. Et lui, il n'y arrive pas, il n'arrive pas à se secouer, il n'arrive pas à prendre une décision et à faire que ça, qu'il se remet dans la bonne dynamique en fait. Et du coup, quand il m'a vu arriver, d'un côté, je pense qu'il avait beaucoup d'espoir parce que on a eu un bon feeling, parce qu'il sentait que j'étais une étudiante qui était dynamique, qui avait une soif d'apprendre. Donc du coup, je pense que ça l'a quand même, ça lui a donné de l'espoir. Et je me rappelle de notre début de relation professionnelle où vraiment en fait je voyais ses yeux qui pétillaient et je voyais que vraiment il m'aimait beaucoup et que vraiment il portait beaucoup d'espoir en moi. Mais en fait il a une autre partie de lui qui au fond n'y croyait pas. Parce que je pense qu'il a la croyance que il arrive à rien, quoi qu'il arrive, et il est très défaitiste en fait. Et du coup je pense qu'il y avait une partie de lui pour se protéger, qui n'arrivait pas à croire que le projet qu'on portait tous les deux, donc que je devais développer pendant ma thèse, il n'arrivait pas à croire que ce projet allait réussir en fait, allait être un succès. Et du coup en fait, il a une part protectrice de lui qui s'est réveillée et qui en fait a commencé à faire du sabotage de ce projet. Et une de ces techniques en fait de sabotage, ça a été de ne pas du tout s'investir dans le projet. Et en fait, moi quand je suis arrivée, j'étais pleine de bonne volonté, pleine d'enthousiasme et pleine de dynamisme, mais j'en restais pas moins en fait une étudiante. Et moi je ne sais pas faire de la recherche. Et en fait si à un moment on me montre pas comment faire de la recherche, en fait je suis pas capable de faire de la recherche en laboratoire. Parce qu'il faut que j'apprenne quand même les compétences en fait. Et lui en fait très vite il s'est rendu compte que il allait pas pouvoir m'apprendre ses compétences pour des raisons qui lui sont propres. Et du coup en fait au lieu d'essayer de trouver une solution pour que je puisse apprendre ses compétences, ben en fait il a fait du sabotage et en fait il m'a laissé me débrouiller toute seule en commençant à en fait un peu saquer mon image auprès des collègues en disant que j'étais une mauvaise étudiante et que ça allait jamais le faire, que j'allais pas être capable de conduire la thèse. Et en fait s'il a fait ça, c'était pour lui se protéger en fait, parce qu'il était tellement persuadé que la thèse allait être un échec que du coup en fait il a pas eu envie de porter l'échec sur lui, et donc du coup il a préparé dès le début en fait le terrain pour que je prenne la responsabilité de l'échec. Et en fait moi quand j'ai compris ça, mais ça m'a rendu dingue en fait. Ça m'a rendu dingue parce que j'ai trouvé ça hyper injuste. Parce que moi c'est important en fait d'avoir une thèse, parce que déjà je me suis battue pendant 2 ans pour trouver un financement de thèse. J'ai bougé mes fesses de France jusqu'au Danemark pour faire ma thèse. J'ai complètement changé de vie. Ça m'arrangeait, mais quand même, tu vois, en fait, j'ai investi beaucoup pour faire cette thèse, personnellement. Et en plus de ça, ben en fait, moi, je veux faire de la recherche en laboratoire. Et si j'ai pas mon diplôme de doctorat, en fait, je serais pas capable de faire de la recherche en laboratoire. Donc du coup, là, en fait, le mec, par son mécanisme de sabotage, j'ai senti que j'étais en danger et que potentiellement, en fait, j'allais pas pouvoir accomplir mon projet de thèse jusqu'à la fin, parce que si dès les premiers mois, quand c'est censé être la période de la lune de miel, le mec il commençait déjà à dire à tout le monde que j'étais une mauvaise élève et que j'étais pas capable de faire les choses, bah en fait ça commençait déjà très mal, parce qu'en plus dans la recherche il y a quand même une grosse partie de collaboration, et pour collaborer avec d'autres équipes, bah en fait il faut que les gens aient confiance en toi, et si les gens pensent que bah en fait je suis une étudiante qui est nulle, ils vont jamais vouloir collaborer avec moi. Donc du coup en fait ça commençait à monter la sauce, tu vois, et je commençais à vraiment être énervée. Et donc du coup j'ai compris que bon, c'est pas grave, ok, je pouvais pas compter sur lui. Donc du coup j'ai compris que j'allais devoir être
hyper indépendante et je me suis dit ok, tu sais quoi, c'est un challenge, on y va, je vais être une des étudiantes en thèse les plus indépendantes qui existent et c'est pas grave, moi de toute façon je suis motivée, j'ai accès au labo et puis je vais me débrouiller toute seule. Et en fait, j'étais prête en fait à mener ma thèse un peu toute seule de mon côté en essayant de trouver des solutions et de demander de l'aide à droite à gauche. Et en fait, et puis lui en le laissant voilà quoi, faire sa vie et puis moi je faisais ma vie, c'était pas grave tu vois. Et en fait un jour, j'ai été reçue dans son bureau pour qu'on fasse un débriefing des données que j'avais. Et en fait, on a eu un désaccord scientifique. Et je continue de penser qu'en fait j'avais raison. Où lui, il avait envie de me presser pour que je produise des résultats pour qu'il puisse les mettre dans un article pour pouvoir faire une publication. Parce que les chercheurs, on est évalué la qualité de notre travail, la quantité de travail est évaluée par les publications scientifiques qu'on produit. Et lui, en fait, il avait un peu cette pression de prouver à l'université, à son employeur, qu'il travaillait. Donc du coup, il avait cette pression de publier. Et du coup, il voulait que je participe à cette publication en produisant des données. Donc c'était gagnant-gagnant. Et lui, il me l'a vraiment fait voir en mode... voilà, je le fais pour toi, mais bon, bien évidemment, c'était aussi pour lui qu'il le faisait, et c'était surtout pour lui, en fait, qu'il le faisait, mais c'était ok, enfin, tu vois, moi, j'étais consciente qu'on était tous les deux gagnants, mais par contre, en fait, à partir du moment où moi, je mets mon nom sur une publication, je mets mon nom sur un travail, ben, en fait, j'ai à cœur que le travail, il soit le mieux possible. Et en fait là clairement j'avais identifié une faille dans le travail qu'il m'avait demandé de faire et je voulais rajouter ce qu'on appelle un contrôle. Tu sais en fait en science on travaille beaucoup, on essaye de montrer un résultat et en fait souvent ce qu'on fait pour montrer qu'un résultat est vrai en fait c'est qu'on fait un contrôle négatif, donc on fait la même condition mais où il n'y a pas, par exemple, l'élément que j'étudie. Donc imaginons j'étudie un produit chimique, mais en fait je vais avoir une condition où je vais avoir le produit chimique et une condition contrôle où je ne vais pas avoir le produit chimique. Et en fait c'est plus compliqué que ça parce que à chaque fois en fait il y a plusieurs variables. L'expérience idéale, en fait, l'expérimentation idéale, c'est une expérimentation où il n'y a qu'une seule variable. Mais c'est pas possible en fait. En vrai, c'est pas toujours possible d'avoir une seule variable. Et donc du coup, il faut choisir un peu tes contrôles. Et lui, il considérait que... Moi, je voulais rajouter un contrôle supplémentaire. Et lui considérait que c'était un contrôle qui n'était pas nécessaire. Et en fait, au lieu de me laisser faire, ou au lieu de m'expliquer avec des arguments qui auraient pu me parler, me convaincre qu'on n'allait pas faire ce contrôle supplémentaire, ben en fait il a commencé, et je pense qu'il n'avait pas les arguments parce que encore une fois je pense que j'avais raison, ben en fait il a commencé à me crier dessus et à me dire que je pensais trop, que je serais jamais capable de faire de la science et que j'étais une étudiante, je sais plus, bullshit, de merde en fait, voilà, que j'étais pas une bonne étudiante quoi. Et en fait, à ce moment-là, heureusement que j'avais déjà pris conscience que lui en fait c'était pas un bon chercheur et du coup j'avais déjà en fait acté en moi que j'avais pas de leçon de recevoir à lui et du coup en fait ça m'a pas fait mal, mais par contre en fait j'ai refusé catégoriquement que quelqu'un en fait me parle comme ça. Et du coup en fait j'ai posé ma limite et je suis très fière de moi parce que je l'ai vraiment posée de manière, en plus c'est dans un contexte professionnel donc encore plus, enfin déjà moi j'aime pas gueuler sur les gens, j'aime pas, je suis en train de travailler et célébrer l'expression de ma colère,
Mais par contre, pour moi, c'est pas ok de crier sur quelqu'un en fait. Ou alors si je crie sur quelqu'un, c'est que vraiment j'ai besoin de lui faire comprendre que c'est vraiment pas ok ce qu'il fait et qu'il s'en rend pas compte en fait, tu vois. Mais pour que je crie sur quelqu'un, il faut vraiment que ça atteint des niveaux très très élevés. Et là en fait, clairement moi j'ai pas voulu lui crier dessus, mais par contre j'ai pas voulu qu'il continue à me crier dessus. Et donc du coup en fait ce que j'ai fait, c'est que de manière très froide, très sûre de moi, je lui ai dit assez. Donc c'était en anglais, donc c'est-à-dire, donc je lui ai dit enough. Et d'une manière très froide, mais très en colère, je lui ai dit en fait j'en ai entendu assez, ça suffit. En le regardant droit dans les yeux. Et en fait là le mec, il a flippé. Je pense qu'il s'attendait pas à ça. Parce que moi, en fait, je suis tout le temps hyper pétillante, hyper souriante et tout. Et là, en fait, quand il a vu mon regard en mode « Là, tu me cries une seule fois de plus dessus, en fait, tu vas vraiment prendre cher, mec. » Et ben vraiment, en fait, il a eu peur de moi. Et du coup, il s'est arrêté de me crier dessus. Il y a eu 30 bonnes minutes de silence. Et après, en fait, il a repris comme si de rien n'était. On a terminé le meeting, donc on a terminé notre réunion, je pense, une demi-heure après. J'étais épuisée, il y avait une tension hyper forte en fait. On a essayé de rester diplomatique, tu vois, pendant la dernière demi-heure de meeting en anglais, de réunion. Et après je suis partie. Et là en fait j'ai pris mes affaires, je suis rentrée chez moi et là j'ai laissé complètement exploser ma colère. Je l'ai traité de tous les noms, j'étais hyper énervée et vraiment je me suis promis que plus jamais en fait je lui donnerais l'occasion de s'énerver sur moi en fait, plus jamais. Et du coup en fait dans les semaines qui ont suivi j'ai commencé à monter mon plan en fait pour ne plus lui donner cette occasion là de me crier dessus. Donc du coup initialement mon plan en fait c'était de trouver ce qu'on appelle un mentor. Donc bien évidemment j'ai demandé de l'aide, j'ai commencé à demander de l'aide à une de ses anciennes étudiantes, j'ai commencé à demander de l'aide aussi à des collègues, des gens qu'il connaissait et en fait ces gens-là m'ont raconté que en fait ça avait rien à voir avec moi en fait, c'est que le mec il est comme ça dans toutes ses interactions de travail, il n'y a plus personne qui veut bosser avec lui parce qu'en fait il est hyper instable émotionnellement et il pète des câbles sur les gens et donc moi j'ai compris à ce moment-là qu'en fait quoi que je fasse, le mec il continuera à péter des câbles sur moi. D'ailleurs, j'ai essayé d'apaiser la relation avec lui en discutant avec lui et en lui disant écoute moi c'est pas ok en fait que tu me cries comme ça dessus et j'accepterai pas de travailler avec toi si tu me cries comme ça dessus. Et il m'a dit en fait ma cocotte il va falloir que tu t'y habitues parce que là c'était rien, je t'ai même pas crié dessus. Et du coup là je me suis dit ok. Et donc du coup j'ai commencé à chercher d'autres solutions et comme j'avais pas non plus envie de perdre ma thèse en fait j'ai essayé au lieu de démissionner, j'avais pas envie de démissionner parce que j'avais envie de pouvoir faire ma thèse et c'est difficile de trouver une thèse, c'est difficile de trouver un financement de thèse. J'avais passé 2 ans à chercher un financement de thèse donc il était hors de question que je lâche mon financement de thèse et mon projet de thèse maintenant. Mais par contre, clairement j'allais avoir besoin d'aide parce que j'étais pas capable d'apprendre 100 personnes pour m'enseigner et j'allais avoir besoin d'éviter mon superviseur au maximum. Donc du coup moi mon plan c'était de trouver un autre superviseur que on peut appeler mentor, que j'aurais vu une fois par semaine et que j'aurais pu du coup consulter pour toutes les démarches scientifiques et après j'aurais juste eu à amener mes résultats à mon superviseur allemand. Et comme ça lui il aurait été content, il n'aurait pas eu besoin de moi gérer mon éducation et en plus de ça en fait j'aurais pas eu besoin d'interagir plus que ça avec lui, j'aurais juste donné des résultats et lui après il en aurait fait ce qu'il pouvait faire avec quoi.
Et donc du coup, j'ai commencé à aller voir l'administration, sachant qu'au Danemark, ils sont extraordinaires. Et encore une fois, j'ai une chance de dingue, parce qu'en fait, moi, j'ai eu des récits de personnes qui étaient dans la même situation que moi, mais en France, donc des étudiantes en thèse, et en fait, elles n'ont reçu aucune aide de la hiérarchie, aucune aide de l'école doctorale, qui est donc l'organisme qui est censé prendre la charge éducative en fait, enfin qui est responsable de l'éducation de l'étudiant en thèse. Voilà, en France, clairement, je pense que ça serait probablement pas aussi bien passé, mais au Danemark en fait, ils ont pris ça très au sérieux. J'ai eu accès à une psychologue. J'ai eu accès à du soutien, à de l'aide. Voilà, les gens ont vraiment cru en moi, ils ont vraiment cru que on me l'a répété à plusieurs reprises, c'est pas de ta faute et en fait c'est bien que tu viennes en parler. Voilà, mon récit, ma position de victime en fait a été reconnue. Et ça en fait ça m'a fait gagner un temps incroyable parce que du coup en fait à partir du moment où les gens ont reconnu le fait que j'étais une victime, bah du coup en fait j'ai pu avancer et du coup bah, je suis pas restée en fait dans une énergie de victime. En fait j'ai pu accueillir le fait que oui j'étais victime, que mon superviseur était pas un bon superviseur et que il avait pas été ok dans sa manière de communiquer avec moi. Mais après en fait j'ai pu passer à autre chose. Et du coup finalement c'était pas vraiment possible d'avoir un superviseur, un mentor plus mon superviseur allemand. Et en fait la personne que j'ai contactée pour être mon mentor, en fait il m'a proposé de carrément en fait lâcher mon projet avec mon superviseur allemand et de venir faire un nouveau projet dans son équipe sous sa supervision. Et en fait, le jour où il m'a dit ça, ça a été un des plus beaux jours de ma vie. Et en fait, j'étais tellement touchée, je lui ai dit ok, merci de ta confiance. Et ok, je viens en fait. Et moi j'en ai reparlé plus tard, donc du coup c'est ce qui s'est passé en fait, du coup j'ai changé de superviseur. Mon ancien superviseur, du coup bah, le petit chou là dépressif, le superviseur allemand, bah en fait il est resté, enfin il a perdu une étudiante en thèse. Moi j'ai quitté le navire qui coulait en fait, et du coup j'ai commencé un nouveau projet de thèse avec mon nouveau superviseur, et en fait c'est la meilleure chose qui me soit arrivée en fait pour ma thèse parce que c'est un des meilleurs superviseurs de l'université, et ça c'est pas un hasard non plus en fait, c'est que une fois que j'étais sur le lieu dans l'université au Danemark en fait, j'ai pu me renseigner un petit peu et j'ai eu vent que cette personne était vraiment un bon superviseur. Et étant donné que moi, à l'époque, j'avais encore mon ancien superviseur allemand qui était vraiment pas bon, en fait, je me suis dit, je peux pas me permettre d'avoir un autre superviseur pas bon. Et donc, du coup, en fait, j'ai voulu le meilleur, le top du top. Et ça, à l'époque, pour l'étudiante que j'étais, c'était un peu difficile parce que j'avais pas beaucoup confiance en moi. Et du coup, c'est vrai que j'osais pas aller vers les bons chercheurs parce que je me disais que j'étais pas assez bonne pour mériter en fait un bon superviseur. Et en fait là, j'étais tellement en colère contre l'autre et j'avais tellement la niaque en fait de réussir ma thèse que du coup en fait je suis allée voir un des meilleurs superviseurs en me disant que si j'avais pas ça en fait j'allais pas y arriver parce que clairement j'avais besoin d'aide. Et c'est la meilleure décision que j'ai prise pour ma carrière en fait. Vraiment, c'est jusqu'au jour enfin jusqu'à maintenant, c'est génial. C'est un superviseur qui est incroyable. Et je pense que je me souviendrai toute ma vie des leçons qu'il m'enseigne lors de sa supervision parce que autant scientifiquement que personnellement en fait c'est un mentor en fait incroyable et je l'aime d'un amour mais infini, vraiment ce mec est génial et il est très inspirant et en fait je me rends compte à quel point oui la thèse c'est difficile et encore maintenant en fait bah, c'est pas facile en fait de faire une thèse mais heureusement que j'ai un super superviseur parce que sinon en fait ça serait vraiment encore plus difficile. Et d'ailleurs j'en ai parlé avec mon superviseur actuel qui est un Danois d'ailleurs,
de ce premier interview en fait où finalement il a décidé de me proposer de venir dans son équipe. Et en fait, moi je lui ai dit c'est incroyable parce que tu m'as fait une confiance, tu m'as donné ta confiance, tu m'as engagée pour 3 ans sans même regarder mon CV en fait. Et c'est vrai, le mec il s'est même pas renseigné sur moi en fait. Et en fait il m'a dit que ce jour-là il a tellement eu en fait en anglais c'est gut feeling, c'est un sentiment, je pense qu'en français on pourrait dire un sentiment qui vient des tripes en fait, un sentiment, une intuition très forte qu'en fait j'étais une bonne étudiante et en fait quand il m'a vue débouler dans son bureau, à quand même garder la tête haute malgré ce qui s'était passé avec mon ancien superviseur, à ne pas cracher sur mon ancien superviseur alors qu'il savait, parce que mon ancien superviseur, l'allemand, il était connu pour ses frasques. Donc mon actuel superviseur, il savait ce qu'il avait probablement fait, tu vois. Et en fait, quand il m'a vu être hyper pro, ne pas cracher sur mon ancien superviseur, poser quand même, être honnête sur les problématiques qu'il y avait, parce que je dis clairement c'est impossible de bosser avec lui en fait. Et quand il m'a vu en fait être orienté vers les solutions et en lui disant moi je te propose ça et je suis motivée et je veux faire ça, en fait il a vu en moi les atouts pour être une bonne étudiante en thèse et du coup il a foncé en fait. Et c'est un cadeau, cette confiance qu'il m'a fait, c'est un cadeau incroyable. Et voilà, et maintenant ça fait 2 ans que je suis en thèse avec lui. Et le mec est génial en fait. Mon nouveau superviseur, le danois, il est époustouflant. Et je pense que je fais la meilleure thèse que je pourrais faire en fait. Et du coup, je suis très 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 fière de la moi d'il y a 2 ans qui a su en fait se mettre en colère face à mon ancien superviseur allemand, qui s'est pas laissé marcher dessus, qui s'est pas laissé gueuler dessus et qui a du coup décidé d'agir. Parce qu'en fait, si j'avais pas foutu un coup de pression à mon ancien superviseur, si je m'étais pas levée et si je lui avais pas dit ça suffit, bah en fait je l'aurais laissé en fait me mal parler, j'aurais accepté en fait qu'il me parle mal et je l'aurais laissé et je serais probablement en fait restée étudiante avec lui. J'aurais probablement été hyper dépressive parce que passer 2 ans avec un superviseur qui te dit que t'es une merde, en fait il y a probablement un moment où dans un moment plus difficile en fait j'aurais fini par le croire. Et du coup ça aurait vraiment affecté ma confiance en moi et à partir du moment où j'aurais été en mode basse confiance en moi, ça aurait été plus difficile pour moi de faire une démarche. Alors que là en fait vraiment j'étais dans une bonne énergie et dès le début en fait j'ai pas accepté qu'il me parle mal, dès le début j'ai pas accepté et en fait c'est vrai que, mais ça c'est ma vie, c'est mon passé aussi qui me l'a appris. En fait quand t'es face à quelqu'un qui ne te respecte pas en fait, plus vite tu agis, plus c'est facile en fait de sortir de cette situation. Et clairement en fait, le fait que je lui ai dit ça suffit, je vais pas accepter que tu me parles en fait de cette manière-là, en fait ça m'a mis face à un choix. Parce que clairement en fait, du coup, mon ancien superviseur, il m'a dit ma cocotte, c'est comme ça où tu te barres. Et du coup, j'avais le choix en fait. Soit j'aurais pu rester et le laisser mal me parler, soit j'aurais pu me barrer. Et du coup, en fait, moi j'ai décidé que j'allais trouver une solution et j'ai décidé que j'allais tout faire pour pouvoir en fait faire ma thèse, mais selon mes conditions et donc en étant en fait dans une interaction de travail où on ne me crie pas dessus. Et oui, ma colère a eu des conséquences et oui, ma colère m'a poussée du coup à agir et donc à changer de projet de thèse. Et oui, j'ai eu une chance infinie d'être tombée sur mon nouveau superviseur, d'avoir le soutien de mon école doctorale. Et je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas cette chance-là. Mais en fait, je suis hyper contente d'avoir aussi créé cette occasion.
et c'est grâce à ma colère. Donc merci, merci encore une fois à la moi d'il y a 2 ans d'avoir laissé en fait vibrer cette colère. Je pense que cette vidéo est suffisamment longue, donc du coup je vais m'arrêter là. Et je vais te faire une autre vidéo que du coup je vais sûrement poster dans quelques jours, la semaine prochaine, où je vais t'expliquer un autre événement où j'ai laissé ma colère s'exprimer et où en fait à nouveau je suis hyper fière d'avoir laissé cette colère s'exprimer. Je t'embrasse fort et à bientôt.